L'analyse d'aujourd'hui, on s'attaque à une séquence virale qui a complètement secoué les réseaux sociaux cette semaine. Ouais, une séquence vraiment inattendue. Complètement. On laisse de côté les résumés de matchs habituels pour plonger au cœur d'un moment de bascule psychologique fascinant. L'image est saisissante. Lionel Messi dans les couloirs du Memorial Coliseum de Los Angeles qui perd totalement ses nerfs face au corps arbitral. Une explosion de colère brute, ouais. Filmée à la sauvette. Exactement. Lors du match d'ouverture de la saison de MLS. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie de ce craquage. Qu'est-ce qui pousse un joueur qui a absolument tout connu, tout gagné, et qui réagit généralement avec une froideur presque clinique à franchir cette ligne rouge? Surtout dans un contexte qui s'annonçait comme une grande fête de la Ligue, en fait. Voilà. Devant une affluence record de 75 673 spectateurs, c'est le deuxième plus grand rassemblement de l'histoire de la MLS. Le décor était planté pour une célébration du football et on a fini avec une scène de chaos en coulisses. Et ce contraste entre l'atmosphère de gala et la réalité brutale des vestiaires, c'est vraiment le point d'entrée parfait pour cette analyse. Derrière le tableau d'affichage et l'ambiance un peu hollywoodienne, il y a une accumulation de facteurs tactiques, physiques et surtout psychologiques. C'est clair. L'intérêt de décortiquer cette séquence, c'est qu'elle nous offre une fenêtre super rare sur la gestion de l'extrême pression. Et sur la vulnérabilité des athlètes de pointe face à ce qu'ils perçoivent comme une injustice systémique. On va pas simplement regarder une équipe perdre un match. Non, pas du tout. On va analyser comment un écosystème sportif spécifique peut amener un individu, même le plus expérimenté, à un point de rupture totale. Le moment où l'instinct de survie prend le pas sur la raison, quoi. Bon, décortiquons tout ça. Reprenons la chronologie, parce que le contexte de cette rencontre explique beaucoup de choses sur la frustration accumulée. Tout à fait. Le battage médiatique avant le match était massif. L'affiche vendait un duel à distance spectaculaire entre le Sud-Coréen Heung-min Son, côté Los Angeles, et Messi, côté Inter Miami. Une confrontation classique entre deux superstars mondiales, quoi. Ouais, le match parfait sur le papier. Sauf que, sur le terrain, le plan de l'entraîneur Javier Mascherano a complètement pris l'eau. Une défaite cuisante, 3-0, sec, et ce qui retient l'attention dans les sources, c'est pas seulement le score, c'est le profil très spécifique des buteurs de Los Angeles. Ah oui, le trio. Voilà, on a une touche vénézuélienne avec David Martinez, un renfort gabonais avec Denis Bouanga et le coup de grâce salvadorien avec Nathan Ordaz. On est face à un trio qui se caractérise par une intensité physique et une explosivité redoutable. Un contraste flagrant avec le rythme de Miami. Ce trio symbolise parfaitement la réalité athlétique de cette ligue, en fait. Face à une équipe de Miami construite autour de profils techniques un peu vieillissants, Los Angeles a opposé une verticalité foudroyante. Bouanga, par exemple, il illustre cette capacité à répéter les courses à haute intensité qui épuise une structure défensive. Et cette domination athlétique globale, elle a été orchestrée avec une grande intelligence par Heung-min Son. Il a vraiment dominé ce duel, ouais. Il a dicté le tempo des transitions. Il a été clinique dans ses choix, notamment avec cette passe décisive millimétrée sur l'ouverture du score. En face, les rapports d'observation soulignent un Messi ralenti. Lourd même. Ouais, portant visiblement le poids de ses récentes alertes musculaires. Le duel vendu par les affiches promotionnelles n'a juste pas eu lieu. D'un côté, un joueur en pleine possession de ses moyens physiques, et de l'autre, un joueur contrant par son propre corps dans un match qui allait beaucoup trop vite. Et ce problème de rythme nous amène directement à l'aspect tactique de la rencontre. Les sources insistent lourdement sur l'absence de ses partenaires habituels ce soir-là. Ni Sergio Busquets, ni Jordi Alba n'étaient là. Et ça change tout. Bah oui, pour ceux qui suivent la dynamique de cette équipe, on sait que c'est pas de simples forfaits, c'est tout le système nerveux de la relance qui disparaît. C'est exactement ça. Sans Busquets pour manipuler les premières lignes adverses et sans Alba pour étirer le bloc, la géométrie du terrain a complètement changé pour Messi. Il s'est retrouvé entouré par les ombres des défenseurs, incapable de trouver la moindre faille pour tirer au but. Il devait redescendre super bas. Ce qui est fascinant ici, c'est l'aspect géométrique, justement. Sans ces relais, le bloc de Miami n'arrivait pas à progresser. Conséquence directe, chaque réception de balle de Messi devenait hyper prévisible. Il était immédiatement cadré par 2, voire 3 joueurs. Un vrai meurtre, quoi. Et c'est là qu'entre en jeu ce que l'une des sources qualifie de taxe de la couronne. La fameuse taxe. Voilà, il faut bien comprendre la psychologie d'un jeune défenseur face à ce type de joueur. On ne parle pas de tactique de zone classique, là. On parle de jeunes joueurs prêts à tout pour prouver au monde qu'ils peuvent arrêter une légende. Quitte à utiliser la violence physique? Exactement. Gagner un duel, c'est bien, mais intimider physiquement la légende,
c'est marquer les esprits. Cette taxe, c'est le surplus d'agressivité, les excès d'engagement que le statut de Messi déclenche chez ses adversaires. Chaque prise de balle devient un combat de rue. Alors, je me fais un peu l'avocate du diable sur ce point. Le football reste un sport de contact, non ? Bien sûr. La MLS est d'ailleurs réputée pour son exigence physique. Est-ce qu'on cherche pas un peu des excuses en parlant de cette taxe de la couronne ? Chaque joueur créatif sait qu'il va prendre des coups. C'est le contrat de base quand on évolue à ce niveau-là. Ouais, je comprends. Mais la nuance est cruciale. Oui, le contact fait partie du sport. Mais la différence entre l'impact athlétique légitime et la destruction systématique repose sur un élément central, l'arbitrage. L'arbitre. Accepter le contact, c'est pas accepter de servir de cible mouvante sans filet de sécurité. La ligne est franchie quand l'agressivité n'a plus pour but de récupérer le ballon, mais d'envoyer un message physique, de laisser une trace. Et c'est précisément le rôle de l'arbitre d'identifier et de sanctionner cette dérive. Ce qui n'a pas été fait. Non. La frustration, elle n'est pas du duel en soi. Elle naît du sentiment que les règles qui encadrent ce duel ont été suspendues. Et ça nous amène au cœur du cauchemar de cette soirée. L'escalade de la violence et l'aveuglement de l'arbitre. L'arbitre canadien de la rencontre, nommé Pierre, pendant 90 minutes, on a assisté à une accumulation d'agressions et de fautes rugueuses sur Messi. Et l'arbitre a semblé ignorer totalement ces fautes. Totalement. Laissant les agressions impunies. Des tacles en retard, des obstructions et un sifflet qui reste muet. On voyait le joueur au sol, regardant l'arbitre, cherchant une protection qui ne venait jamais. C'est ce silence qui transforme un match difficile en une menace existentielle pour un athlète de cet âge. Essayons de se mettre à la place de l'arbitre un instant. Sa logique était probablement de favoriser la fluidité. Pour la télé ? Voilà, répondre aux attentes d'un match d'ouverture télévisée où l'on veut du rythme et peu d'interruptions. Sauf que ce choix éditorial s'est fait au détriment de la sécurité des acteurs. Pour Messi, ce n'était pas juste de mauvaises décisions, c'était une menace directe pour sa carrière et son corps, déjà meurtri. C'est une trahison presque. Oui, l'inaction répétée devient une complicité passive avec l'agression. Le contrat de confiance entre le joueur et l'institution est rompu. Le terrain n'est plus un espace de compétition encadré, il devient une zone de non-droit. Et ce sentiment d'abandon total, on le ressent physiquement au moment du coup de sifflet final. C'est là que le point de rupture arrive. Le score de 3-0 est anecdotique à ce stade. Messi accomplit pourtant le rituel classique, il échange son maillot, mais la colère prend le dessus. On le voit sur les images. Oui, il quitte le terrain en se tenant l'épaule, le visage tordu de douleur. Et c'est dans le tunnel que la tension accumulée explose. On a la citation exacte de la source. Messi explose de rage, écrit, je cite, « Que fait cet homme ? Il ne m'a rien accordé. Est-ce que ces gens connaissent quelque chose au football ? Vous devez respecter. » Chaque mot de cette déclaration pèse lourd si on l'analyse à froid. Est-ce que ces gens connaissent quelque chose au football ? Ce n'est pas une critique sur une règle de hors-jeu. C'est une remise en question frontale de la compétence du corps arbitral à comprendre la dynamique physique du jeu. Ils contestent leur légitimité. Absolument. Mais la partie la plus révélatrice, c'est cette injonction « vous devez respecter ». Il ne demande pas le respect de son palmarès ou de ses ballons d'or, il exige le respect de son intégrité physique. Le minimum, quoi. C'est le cri d'alarme d'un homme qui réalise que l'institution censée garantir sa sécurité vient d'échouer lamentablement. Et la scène qui suit est un choc total. Des vidéos filmées par des téléphones portables montrent Messi voyant les arbitres entrer dans leur vestiaire, et là, il fonce vers eux comme le décrit la source, une flèche empoisonnée. Une perte de contrôle totale. Complète. Il passe 20 secondes de pure folie à l'intérieur du repère des arbitres. Des cris, des grands gestes de la main. C'est irrationnel. Ces 20 secondes, elles valident tout ce qu'on vient d'aborder sur la rupture psychologique. La digue émotionnelle cède complètement. À ce moment précis, la rationalité disparaît. Ce n'est plus l'ambassadeur d'une ligue qui agit. C'est un individu poussé à bout. Il cherche la confrontation. Direct. Avec ceux qu'il tient pour responsables de sa mise en danger. Franchir la porte du vestiaire des arbitres, c'est violer un sanctuaire. Ça démontre à quel point la notion des conséquences disciplinaires s'est volatilisée. Il fallait exprimer cette indignation. Peu importe le prix. C'est justement ce risque de catastrophe absolue qui rend l'intervention suivante si cruciale. Parce qu'au milieu de cette folie, qui débarque pour le sauvetage ? Son fidèle ami, Luis Suarez. Magnifique ironie. Suarez intervient, attrape fermement Messi par les bras. Il lui crie dessus pour le contenir physiquement et éviter le pire, finissant par l'éloigner. Voir Suarez, historiquement connu pour ses propres dérapages sanglants, se transformer en encre de raison, c'est incroyable. C'est l'image iconique de cette soirée. L'intervention de Suarez est une magnifique leçon sur la véritable nature de l'amitié.
Une amitié qui dépasse le sport. Savoir quand s'enfermer ensemble sur un terrain, c'est une chose. Mais surtout, savoir quand éteindre l'incendie avant qu'il ne détruise tout, c'en est une autre. Il a vu le danger? Il a immédiatement scanné la situation. Il savait qu'une altercation physique avec un arbitre pouvait signifier des mois de suspension. Son passé tumultueux lui a donné l'instinct de reconnaître ce point de non-retour. Il a physiquement arraché son ami à la zone de danger. Mais bon, le mal était fait en termes d'image. L'impact médiatique a été immédiat. Les gros titres mondiaux ne l'ont pas épargné. On a pu lire « Messi perd la tête »,« Messi traque les arbitres ». L'image lisse a volé en éclats. La machine médiatique est implacable. Mais si on dépasse la superficialité de ces gros titres, cette image finale d'un Messi blessé et furieux prouve une chose fondamentale. Il n'est pas venu en Amérique pour faire du tourisme. C'est sûr que non. Il est venu pour faire la guerre sportive. On ne risque pas sa réputation et on ne s'inflige pas un tel niveau de stress si on n'est pas profondément investi. Cette rage, c'est la preuve d'une flamme compétitive intacte, quitte à perdre momentanément la raison pour défendre sa dignité. Pour résumer un peu les points clés de notre exploration, cette analyse nous montre vraiment le visage caché d'une icône. Sous les 8 ballons d'or et la Coupe du Monde, il y a un homme poussé à bout par la pression, par la douleur physique et par le sentiment profond d'une injustice arbitrale qui met en péril sa sécurité sur le terrain. C'est exactement ça. Une vulnérabilité humaine très basique. Et ça nous amène à une réflexion finale, une pensée un peu provocatrice pour clore cette discussion. Si le meilleur joueur du monde doit encore se battre avec acharnement et perdre son sang-froid dans des couloirs obscurs simplement pour exiger la protection de base que garantissent les règles de son sport, le système du football moderne protège-t-il vraiment ces artistes ou se nourrit-il secrètement du spectacle de leur souffrance ? La question mérite d'être posée. Et elle restera en suspens.